tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 4 de Grandir avec. Avant toute chose, je voulais vous remercier encore une fois pour les bons retours que j'ai eus pour les épisodes précédents, avec Amat, Charles et Mounir. C'est vrai que c'est vraiment intéressant de pouvoir donner la parole aux athlètes et on espère pouvoir continuer comme ça parce que c'est quelque chose qui pourra servir à tous. Donc dans cet épisode 4, on va recevoir une athlète à l'histoire de vie très spéciale, vraiment un épisode qui m'a vraiment beaucoup touché personnellement. Elle s'appelle Cécile Hernandez. Elle était une très grande sportive. Elle l'est toujours, mais elle l'était chez les valides, dans le BMX d'abord, puis après dans le snowboard, avant d'avoir un grave accident de la vie. C'est-à-dire qu'on lui a diagnostiqué une maladie, une très grave maladie, qui a fait qu'aujourd'hui elle est devenue athlète paralympique. Donc Cécile, elle a une histoire de vie assez incroyable et elle va nous raconter tout ça dans l'épisode 4 de Grandir avec. Et on espère que vous pourrez tous prendre un peu de sa force parce qu'elle en a beaucoup et elle a beaucoup de choses à transmettre. Donc épisode 4 de Grandir avec Cécile Hernandez. Bon, mais salut Cécile, merci écoute de nous recevoir chez toi dans ces temps de confinement difficiles. Tu vas bien déjà? Oui, salut, ça Hmm. va très bien, merci, Ouais. oui. Du coup, t'es bloqué chez toi comme tout le monde en famille et obligé d'avoir les contraintes classiques. C'est ça, bloquée avec ma fille. J'ai la chance d'être dans une maison avec Hmm. jardin, donc c'est pas pire, on va dire. Ouais, d'accord. Du coup, donc, je t'ai déjà expliqué le principe des vidéos grandir avec. L'idée, c'est de parler un peu de ton parcours en allant le plus loin possible, donc c'est-à-dire jusqu'à ta petite enfance, et essayer d'arriver, de voir comment tu es arrivé jusque-là. Donc, moi, la première chose qui m'intéresse quand je parle avec des athlètes, c'est un peu de savoir comment ils ont grandi, dans quel contexte ils ont grandi. Euh, Parce que parfois, ça peut marquer une vie, alors en positif ou en négatif. Et donc, moi, c'est la première chose que je voulais savoir de toi. Bah, savoir comment tu as grandi, frères et sœurs ou pas, contexte familial, quelle petite fille tu pouvais être. Alors, j'ai grandi dans la ville dans laquelle j'habite actuellement, donc c'est malgré le fait que je sois partie pour mes études, j'ai voulu vraiment revenir ici parce que je suis très attachée à cette ville. Mhm, Je suis née déjà dans un contexte un peu particulier parce que je suis née toute petite. mhm, Alors, généralement, un bébé à la naissance, on va dire qu'il fait entre 2,8 mhm, kg et 3,5 kg. Bon, les gros bébés vont faire plus et les petits mhm, bébés. Et moi, je suis née à 1,8 kg à terme, ce qui est un tout petit micro-bébé. Donc, mhm, j'ai été en couveuse, j'ai été malade après à ma naissance et tout. Donc, ça a été un peu une naissance un peu compliquée et des jours qui ont suivi un peu compliqués. Mais ça a marqué fort d'entrer ma mhm, vie parce que après, quand on en a reparlé avec maman, maman m'a toujours dit t'es née et t'as dû direct. Donc, j'ai un grand frère qui a exactement 4 mois, 4 ans et 4 jours. 4 ans, 4 mois et 4 jours de plus que moi. d'accord. Donc, ouais, et puis non, une belle enfance avec dans un contexte très sportif. Mhm, Voilà, j'ai grandi dans une belle maison avec des parents qui étaient absolument pas dans le besoin, mais qui en soi nous ont inculqué des valeurs, mhm, en l'occurrence le goût de l'effort. Et j'ai fait du sport depuis toute petite. J'ai toujours fait du sport en compétition. mhm, J'ai commencé le ski, j'étais toute petite. J'ai fait du ski en compétition. Ensuite, j'ai fait du volley. J'ai fait du volley en compétition. mhm, Puis j'ai fait du BMX. Voilà, mes parents, mon papa me faisait 200 km de vélo tous les week-ends. mhm, Ma maman avait un petit palmarès en athlétisme. mhm, Donc du coup, c'était ouais, voilà. Et mon frère était sportif aussi. Donc j'ai vraiment grandi dans un contexte sportif. Et après, avec un papa, et je tiens ça de lui, avec un papa très carriériste, parce que mon papa est arrivé en France. Il parlait pas un mot de français à l'âge de 16 ans. mhm. Et, Il du était coup, il a originaire, accueilli il était originaire d'où? Barcelone, de D'accord. Catalogne Sud. Ok. Voilà, pas si loin, mais en Mhm, même temps, la barrière de la langue, elle mhm, était quand même bien importante. Et puis, en 2 ans, il a passé le bac, il a eu avec mention. Il a, il a vraiment voulu une espèce de revanche sur la vie, parce qu'à cette époque-là, il était vachement critiqué du fait d'arriver du Sud et tout ça. mhm, Et puis, il a eu ce côté hyper ambitieux, hyper carriériste. mhm, Et cette carrière a eu raison de la vie de famille, puisque mes parents, après, quand j'étais adolescente, ont divorcé. Et mon père a franchi les échelons et n'a pas hésité
à partir et délaisser un petit peu sa famille. Bon, maintenant, on s'est retrouvés. Mhm. Mais je crois que je tiens ce côté-là de lui. Maman pendant 40 ans, a eu le même job, tandis que mon père, eh ben, il n'a pas hésité à bouger, à partir, Mhm. à peu voir ses enfants, au final. Ce qui m'a quand même énormément marqué, même si j'étais très proche de maman, mais ça a énormément marqué mon grand frère. Mhm. Et, euh, et puis voilà, mais après, j'ai grandi dans une famille euh, où maman, elle a vachement encaissé le rôle de père et mère. Quoi. Mhm. Elle a montré l'image d'une femme forte. Mhm. Et j'ai hérité de ce côté-là aussi. J'ai pris des deux, en fait. Ouais, Donc, d'accord. bien. Et élève, enfin à l'école, t'étais quel genre d'élève du coup? J'étais hyper timide. D'accord. Euh, moi, ouais, j'étais hyper timide et j'étais, on va dire, j'étais turbulente en récré, Mhm. puisque j'ai causé pas mal d'accidents, j'ai cassé des bras à des gens et Ah, tout. d'accord. Ouais, ouais. J'étais un peu peste. Il y avait le côté un peu ambivalent, en fait, parce que comme mon grand frère, il me fightait tout le temps à la maison, Mhm. et ben du coup, à l'école, ben, à la récré, j'étais hyper dissipée, et par contre, en classe, j'étais hyper timide. Dès qu'il fallait m'interroger ou quoi que ce soit, je rougissais, prête à me faire pipi dessus, tu vois, c'était un peu les trucs Mais compliqués. et au-delà de la timidité, d'un point de vue résultat pur, ça fonctionnait plutôt bien. T'avais des résultats corrects, ça a fonctionné quoi. Ouais, ouais. Et puis, j'ai fait du sport très tôt. Hein. J'ai fait du sport de haut Mhm. niveau. J'ai fait mon premier championnat du monde, j'avais 12 ans. J'ai signé mon premier contrat de sponsoring d'athlète, j'avais 11 ans. Donc, du coup, à l'école, j'allais pas à l'école tous les jours parce que j'étais souvent en déplacement pour mes compétitions. Je faisais du BMX. Et par contre, je bossais bien. Mais j'étais une vraie bosseuse, en fait. Mhm. Je suis pas quelqu'un forcément qui a eu des facilités du fait de toutes ces absences. Mhm. Mais par contre, je suis une bosseuse. Et c'est ce que je retrouve, c'est ce que j'ai retrouvé après tout au long de ma vie et ce que je retrouve encore aujourd'hui. C'est que je lésine pas à bosser et c'est ces valeurs que j'inculque aussi à Mhm. ma fille parce Mhm. que depuis je suis maman. Mhm. Mais voilà, le goût de l'effort parce que eux, là, ils sont dans l'immédiateté où tout est Mhm. acquis, tout arrive machin facilement. Et puis moi, j'aime pas ça. J'aime qu'on travaille, que les choses se. Et tu me disais donc ton entrée dans le sport, très tôt, tu as fait beaucoup de sport. Tu as commencé du coup à, on va dire, à très bon niveau, assez jeune, dans le BMX, c'est ça? Cécile a commencé le sport assez tôt et assez jeune, par des sports, on va dire, extrêmes, puisqu'elle a commencé par le BMX, c'était son sport de prédilection. Elle a été très très forte dans les catégories de jeunes, avant de pouvoir plus tard changer de sport. Donc une enfance très sportive et déjà dans les sports de glisse et sport à risque. Ouais, c'est ça. J'ai fait. Bah, mon grand frère avait un BMX Mhm. et pour mes 10 ans, j'ai voulu un BMX pour Noël. Et rapidement, j'ai fait des compétitions parce Mhm. que je voulais faire des compètes. Donc, c'est vrai, mes parents, c'est vrai, je sais pas, mes parents ont, ont toujours conçu le sport aussi en compétition. Je pense que Mhm. si j'avais pas été poussée à ce niveau-là, peut-être que je l'aurais fait en loisir ou comme beaucoup d'ados le font à la cool, quoi. Mhm. Et puis au final, non, ouais, j'ai fait mon premier championnat de France assez jeune, j'avais 11 ans, et le premier championnat du monde à 12 ans. Et après, ça a été des déplacements tout le temps à l'étranger. Mhm. J'ai sillonné la France avec maman aussi qui a super bien géré. Mhm. Et ouais, ça a été, il a fallu aller à l'école et faire ce sport où on n'avait pas ces facilités à l'époque où il y avait tous ces sports-études. Il y avait un seul sport-études en France qui était à Guéret dans la Creuse. Mhm. Et comme j'étais du Sud, maman, elle a dit non, écoute, on va faire venir l'entraîneur plus souvent, quelqu'un qui va venir t'entraîner à la maison. Et toi, tu vas rester là plutôt que partir à Guéret dans la Creuse alors que j'étais toute jeune. Donc très tôt, tu es déjà en fait donc compétition de très haut niveau. Tu dois gérer tes études en parallèle. Et donc le soutien, tu dis, tu l'as surtout eu avec ta maman qui t'a beaucoup soutenu. Ouais, c'est maman était très, très, très présente. Mhm. Et mon père l'était, mais comment dire, euh, il était déjà, il était très présent financièrement, hein, Mhm. mais je pense que moi, ça m'a pas plus marqué que ça. Je pense que ça marque plus un homme, Mhm. un jeune homme, un ado, un garçon, parce que moi, j'étais très, très fusionnelle. On dit les filles et pères, ça a des relations
particulières. Moi, je les ai pas eues, je les rattrape peut-être maintenant, aujourd'hui, mais moi, j'étais très très proche de maman et j'ai toujours été très reconnaissante avec maman Mhm. qui venait assister à tous mes entraînements. Elle tenait le chrono au bord de la piste, en partant en compète. Quand mes parents sont séparés, mon père a refait sa vie, ma maman Mhm. n'a pas refait sa vie. Mhm. Elle a préféré sacrifier sa vie de femme Mhm. pour m'accompagner sur toutes les compètes. Voilà. Et donc du coup, tu démarres dans le BMX. Ça a duré combien de temps ça le BMX? Ça a duré de mes 10 ans à peu près jusqu'à mes 20 ans, pendant 10 ans, quoi. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qui se passe à tes 20 ans? Tu arrêtes le BMX, tu changes de discipline? Alors, il y a eu un moment clé dans la jeunesse de Cécile, c'est ce passage où elle a changé de sport. C'est-à-dire qu'elle était à très haut niveau chez les jeunes en BMX, ce qui est déjà assez étonnant. Et finalement, elle décide de changer de voie, de rester dans le sport extrême et de haut niveau, mais elle passe au snowboard. Et c'est assez incroyable de se dire ça parce que finalement, même si elle a atteint un très haut niveau à un âge assez jeune, pouvoir être capable de changer de cap comme ça et de changer de sport, c'est un sacré changement dans sa vie. Et donc elle va maintenant se consacrer au snowboard et essayer pareil, d'aller au plus haut niveau dans cette discipline. Ouais, et puis je suis partie à la fac. Ouais. Je suis partie à la fac, donc moi j'habitais à Perpignan, je suis partie à Montpellier. Mhm. Mon club était à Saint-Estève, à côté de Perpignan, c'était compliqué. Je roulais un peu à côté de Montpellier, mais je faisais pas partie du club, c'était encore un peu compliqué. Et puis est arrivée en force la mode du VTT. Mhm. Attends, je croyais que j'allais éternuer en perdant. Non, je vais pas éternuer. Euh, et puis, j'ai pas voulu suivre cette mode. En fait, j'étais une puriste vraiment du BMX. Mhm. C'était BMX, 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 BMX. Et du coup, j'ai cherché un autre sport. J'ai changé à changer de sport. Et quand j'étais à la fac, il y avait un club de sport qui partait tous les mercredis et qui proposait des sorties tous les mercredis à la montagne. Et donc à cette époque-là, j'ai commencé le snowboard, sachant que moi j'habite ici, on a la chance d'avoir la montagne pas loin. Et donc du coup, je me suis mise à fond dans le snowboard, qui est un sport qui, même s'il n'est pas sur le même engin, tu vois, Mhm. les courbes sur la neige, les virages, la vitesse, les bosses, ça ressemblait quand même, je retrouvais les sensations que j'avais eues dans le BMX. Mhm. Et pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mise à la compète de snowboard et ça a rapidement bien marché aussi. Et du coup, j'ai eu pareil des contrats de sponsoring assez rapidement. Et je devais jongler entre mes études à la fac et les compètes de snowboard. T'as toujours été dans les sports un peu à risque, on va dire, hein, du coup. C'est ton truc, quoi. Ben, ouais, et puis les sports dits de garçons, hein, Mhm, quand ouais, même, en parce plus, que ouais. je me suis toujours entraînée avec des garçons. Je m'entraînais avec mon grand frère, ce qui m'a fait quand même énormément progresser. Quand tu as un gars qui a 4 ans de plus que toi, quand tu as 14 ou 15 ans, qu'il a 20 ans et qu'il te demande de lui mettre des coups de coude dans les virages pour le pousser ou de le sortir. Tu vois, ma maman, là, dans l'éducation que j'ai reçue, on m'a toujours dit, va t'entraîner avec les plus forts, c'est comme ça que tu vas Mhm. progresser en classe. Va t'asseoir aux côtés des plus forts, pas aux côtés des plus faibles, parce que c'est comme ça que tu vas progresser. Voilà, donc du coup, et puis dans le snowboard, ça a été pareil. J'avais un surnom dans ma station, c'était Blanche-Neige, parce que j'étais une fille et j'étais toujours entourée de 7 garçons. Mhm, ouais. Donc, du coup, j'ai toujours. Alors, même maintenant, c'est différent parce que dans le sport, tu vois, on a le niveau des filles. il- à cette époque-là, il y avait un, un clivage et un fossé qui était énorme entre le niveau des filles et des garçons. Là, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important. On se retrouve sur les mêmes tracés aujourd'hui. Bon, c'est différent. Mhm. Mais là, par contre, de m'entraîner à l'époque avec des garçons, ça m'a fait énormément progresser. Et du coup, dans le snow, t'es rapidement, comme tu dis, t'es rapidement dans la compétition, mais surtout rapidement à très très haut niveau. Oui, ouais, c'est un leitmotiv en fait. Ouais. Je, je, ouais, c'est quelque chose, c'est toujours essayer d'être la plus forte, mais la plus forte du plus haut niveau en fait. Donc dans le BMX ça a fonctionné parce que Mhm. j'ai eu pas mal de titres et tout français et européens et j'ai fait 4 championnats du monde aussi et et ça a été ouais il y a ce côté où
où j'ai vraiment tout le temps envie d'être en compétition. Mmh. Alors en compétition, d'abord, tu es en compétition avant tout avec toi-même, hein, Mmh. parce que c'est toi que t'engages dans ce que tu fais, et après se mesurer aux autres et surtout battre les autres, quoi. Ouais. Et puis, ce côté-là, je l'ai trouvé aussi à la fac après, parce que je faisais mes études. Je faisais mes études où j'avais vraiment, on avait le choix un petit peu des modules et tout ça, donc j'avais concentré mes études sur du mardi au jeudi. Après, je partais à la montagne, d'abord m'entraîner sur le vendredi, faire mes compétitions. Le lundi, je me mettais au calme, et voilà. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à la fac, les 2 premières années de fac, on était 660 dans ma promo, et 2 fois, je suis sortie majeure de ma promo parce que déjà à la fac, j'avais trouvé vraiment le cursus scolaire qui me Mmh. convenait, universitaire qui me convenait. Et puis j'avais envie, ouais, j'ai pu faire le transfert. Le sport, ça te donne des ressources, Mmh. ça t'apprend des choses. Et c'est des choses qui après, ça peut être transversal. Tu peux le mettre à la fois dans ton job, dans ta vie perso, Mmh. dans ta vie universitaire. Donc, ouais, voilà, le sport, c'est une formidable école. Et dans le snow, t'as quel palmarès du coup? T'es arrivé à quel palmarès? En tout cas, avant ton accident? Ouais, avant, donc j'ai été championne de France valide de Big Air. Big Air, c'est des sauts, Mmh. en fait. Ouais. Et après, j'ai fait 3e en championnat de France de halfpipe. Mmh. Et j'ai gagné pas mal de border cross que je fais maintenant d'une manière différente. Il est assez difficile de pouvoir décrire ce qui se passe à ce moment-là, mais Cécile, au moment où elle ne peut plus bouger ses jambes un matin où elle se réveille, bon, il y a tout un processus avant de pouvoir arriver au diagnostic, mais on lui décèle une sclérose en plaques, qui est une maladie dégénérative du système nerveux qui est assez grave et assez importante. Et à ce moment-là, c'est un vrai coup d'arrêt pour 1 million de choses, on imagine. Je pense que tout le monde peut essayer de se mettre à sa place, même si c'est très difficile. À notre échelle, nous, sportifs de haut niveau, quand on a une blessure assez grave, c'est vraiment notre monde qui s'écroule. Même s'il y a toujours cette vision à long terme où on va se dire qu'on va s'en sortir. Et elle tombe dans l'inconnu de se dire qu'elle attrape, en tout cas qu'elle a développé une maladie très grave et qu'elle sait vraiment pas de quoi demain sera fait. Alors, donc du coup, pour moi, j'ai réussi ma Mmh. vie d'adolescente, Mmh. puisque je voulais, j'ai réussi mes études en tant qu'adolescente, j'ai ma petite carrière dans le BMX, le snowboard, tout va bien, et là, je finis mes études. Donc, j'ai fait un bac+6 en communication des entreprises et sciences du langage, Mmh. et je décide de revenir. Donc, je suis partie, donc j'habite 4 ans à Montpellier, 2 ans à Grenoble, donc je décide de revenir à Perpignan pour être proche de ma maman. Parce que Mmh. ma maman, du coup, elle a pas refait sa vie, elle se retrouve seule. Mmh. Je ne veux pas être loin d'elle. Donc, je décide de revenir vivre à Perpignan et je décide de monter pour allier un petit peu tout ce que je souhaite trouver dans ma vie et m'épanouir, donc le sport et la communication. Mmh. Donc, je décide de monter une société de communication événementielle sportive. Donc, tout se passe bien. Je crée ma boîte, tout se passe super bien. Je rencontre quelqu'un. Donc, j'étais toute seule, je rencontre un petit copain. Donc, tout va bien. Je suis vraiment épanouie dans ma vie de jeune adulte. Et puis, alors que justement tout va bien, le 21 octobre 2002, je suis chez moi. Le 20 octobre, j'étais sur un événement où j'avais été invitée à un événement de course à pied à 7 parce qu'ils me demandaient un consulting sur l'événement. Mmh. Et donc le lendemain, le 21 octobre, j'entends une sonnerie dans mon appart. Alors machinalement, je sais que c'est pas le réveil parce que je tape, mais je sais que c'est pas le réveil parce que j'ai pas mis le réveil parce que je veux m'octroyer une matinée à la cool. Mmh. Et je me dis, en fait, c'est le téléphone dans le bureau d'à côté parce que j'ai mis le bureau de ma société dans l'appart. Et donc là, je jette ma couette, je me lever, je pose les jambes sur le sol et là, boum, je m'écroule. Donc, je comprends absolument pas ce qui se passe. J'essaie de me lever à nouveau et je m'écroule à nouveau. Je m'accroche au matelas commençant à avoir une certaine peur. Et là, je m'accroche au matelas, je pousse sur mes jambes et je tombe à nouveau. Et là, je prends mes mains, je griffe mes jambes, je tape mes jambes, je regriffe mes jambes et je vois que je ne sens absolument rien. Et donc, j'appelle mon petit copain de l'époque, je l'appelle, et il sort, il fait le tour du lit, il me regarde par terre,
vraiment avec le masque de stupeur, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais par terre? Et je lui dis, je peux plus bouger mes jambes. Et il me regarde, il s'agenouille à côté de moi, il me dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, bouge les jambes. Et je regarde, il me tape, il me dit, tu sens, je ne sens rien. Et là, on va me transférer à l'hôpital de Perpignan. 4 jours d'examen, je suis dans une ambulance, je continue de griffer mes jambes, je suis griffée au sang. J'essaie de comprendre ce qui se passe, j'essaie de les stimuler, de les pincer. Et au bout de 4 jours d'examen à l'hôpital, d'examen pas très cool, le médecin va arriver le jeudi 24 octobre à 19h. Il va demander à ma maman de sortir de la chambre parce que j'étais en soins intensifs. C'était très compliqué, on savait absolument pas ce que j'avais. Et là, il va dire des choses à maman. La porte est entrouverte. Je comprends que c'est grave parce que maman se lève mais elle pleure pas. Et là, il est dans la chambre et il me regarde. Il me dit, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous êtes atteinte d'une maladie grave et dégénérative qui s'appelle une sclérose en plaques. Et là, je ne comprends absolument pas ce que j'ai. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je retiens juste le mot plaque. Je me demande pourquoi, que je me dis que je vais me couvrir de plaques, mais je comprends absolument pas le rapport entre le fait que mes jambes ne fonctionnent pas et que j'ai des plaques. Et là, je lui demande, est-ce que je vais remarcher? Et il me répond pas. Et je lui crie dessus, mais est-ce que je vais remarcher? Et là, il me dit, mais la maladie, elle a frappé tellement fort qu'aujourd'hui, je ne peux rien vous dire. Et il va falloir être patiente, il va falloir s'approcher, mais il se peut que vous ne remarchiez pas. Et dans les 4 jours qui précèdent ce moment-là et le moment où tu étais chez toi, il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Tu t'imagines des choses? Tu penses que tu sais déjà? Enfin, j'imagine que tu as dû avoir mille choses dans ta tête, non? En fait, ce qui se passe, c'est que le truc, et ça a duré encore très longtemps. Le truc, c'est que quand je suis chez moi à attendre les secours, j'ai l'impression que c'est pas moi en fait. J'ai l'impression que je suis dans un cauchemar. Vu que ça s'est produit au réveil en plus, que je suis toujours pas réveillée et que je vais me réveiller et que tout ça va passer. J'ai l'impression d'être absente. J'ai vraiment l'impression qu'on fait tout pour moi parce que je me retrouve un légume, mon petit copain m'habille, on me porte dans l'escalier, on me met sur une civière, on me met dans une ambulance et j'ai l'impression d'être complètement absente et de vivre quelque chose qui est pas possible. C'est pas possible. Le lendemain, tu marches, c'est un peu pump up et tout ça, et le lendemain, tu te réveilles, tu marches plus, tu es paralysé, tu sens plus tes mains, tu les vois en train de saigner, tu ne sens plus rien, et ce jusqu'au bassin. Du coup, il s'est absolument. Alors, pendant les 4 jours où je suis à l'hôpital, c'est les pires parce que on ne me dit rien. Je suis d'abord dans une chambre partagée aux urgences. Je vois défiler des gens parce que la rotation. J'ai vu en 24 heures, j'ai vu défiler 5 personnes à côté de moi. Et moi, je suis là. On me dit rien. Je griffe mes jambes. Je suis obligée d'appeler pour faire pipi. Je suis dépendante de tout le monde. Je ne vois personne parce que j'ai pas le droit à des visites. Après, on me transfère en pleine nuit. Le mardi soir, on me transfère en pleine nuit à 11h du soir. On vient me chercher dans une chambre. Ça fait 2 jours que je suis aux urgences. On vient me chercher aux urgences. On me transporte en pleine nuit dans un autre bloc où là, je suis en chambre stérile. À côté de gens, j'ai plus rien sur moi. Je supplie pour garder ma petite culotte et en livre. On me dit c'est pas possible, tout est stérilisé. À côté de moi, il y a des gens qui sont intubés nus. Et je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas droit aux visites, c'est une chambre stérile. Je me dis, j'ai quelque chose, je vais mourir en fait. Et 2 jours après, alors que j'ai pas eu beaucoup plus d'examens que la première IRM que j'ai eue quand j'étais aux urgences, eh ben, on vient m'annoncer ça, quoi. Ça a été vraiment le choc, hein. Ça a été, puis j'ai pas accepté, en fait. J'ai pas accepté quelque chose que je connais pas, ne comprend absolument pas. Tu savais, avant le diagnostic, tu connaissais pas cette maladie? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Et maman connaissait parce qu'elle avait un ami qui était atteint de cette maladie. Moi, je connaissais pas. Et c'est pour ça que maman a compris rapidement la gravité des choses. Moi, le lendemain, donc je passe évidemment le 24 au soir, je passe une nuit blanche. Mon petit copain de l'époque est avec moi, il pleure toutes les larmes de son corps.
Euh, il me dit, ben, je serai là, je serai toujours là, on va se battre ensemble, je te quitterai jamais. Bon, bref, c'est une nuit Mhm. horrible. Je dors pas, je comprends pas, j'essaie de me lever, j'ai pipi, je suis obligée de demander, je demande tout. En Mhm. fait, je suis totalement dépendante de tout. Et le lendemain, alors ça, c'est le truc qui a enfoncé le couteau un peu plus loin, un peu plus fort, c'est qu'il y a une psychologue qui vient avec un fauteuil roulant, avec des brochures sur le fauteuil roulant. Elle me dit: «Bonjour, je suis psychologue de l'hôpital, je viens parler de votre nouvelle vie». Waouh. Et je la regarde, elle me regarde avec le fauteuil Mhm. roulant en me disant: «Votre nouvelle vie, c'est ça». Et là, mais j'ai hurlé. Mhm. La nana, elle est sortie avec pertes et fracas. Puis moi, ça a été compliqué. J'ai eu du mal à revoir. J'avais des amis qui voulaient venir me voir. J'ai eu beaucoup de mal. J'avais basculé complètement en l'espace de quelques minutes. J'avais complètement basculé dans le monde du handicap. Et ouais. Et rapidement, le médecin est revenu en me disant, ben voilà, il va falloir être raisonnable, arrêter votre société parce que vous allez mettre énormément de temps à, à remarcher. Une société, elle a besoin qu'on la fasse tourner. Je ne suis absolument plus apte à le faire. Et puis, je vais partir sur un centre de rééducation rapidement pour essayer de retrouver un peu d'autonomie, en Mhm. fait. Ouais, du jour au lendemain, t'es passé de tout rose presque à le cauchemar, quoi. Et du coup, il t'a fallu Ah, mais derrière, c'est trop ça. ouais, derrière, il y a eu, j'imagine, tout un processus un peu de, bah, pas ouais, d'encaisser d'abord, après d'accepter éventuellement. Mais ça s'est passé comment, du coup, ce processus-là, dans ta tête et dans ton corps surtout? Alors, c'est exactement ça. C'est que ce changement c'est le deuil d'une vie d'avant, en Mhm. fait. Moi, j'avais jamais été confrontée à un deuil avant. Mhm. C'est-à-dire que j'avais perdu personne de ma famille ou quoi que ce soit, et je connaissais pas ces fameuses étapes du deuil où on te dit, bah voilà, tu vas passer par la colère, par le déni, par la colère. Après, tu vas accepter et te reconstruire. Il y a toutes ces étapes. Moi, j'étais en centre de rééducation. Je me suis retrouvée comme ça, avec mon fauteuil roulant, centre de rééducation, avec des gens qui étaient amputés, avec des gens qui avaient des prothèses, toutes sortes de handicaps. Et j'ai pas du tout accepté. Je Mhm. refusais de descendre à table. Euh, J'arrivais pas à dormir. Le bruit des fauteuils Ouais. roulants dans les couloirs, c'était devenu mais un cauchemar. C'est le bruit des béquilles Mhm. qui frappent le sol. Ça, je pouvais plus. Et tu sais, le soir, on te donne des petits cachets la plupart du temps pour essayer de mieux dormir. Mhm. Et au bout d'un moment, on vérifie pas si tu les prends. Et pendant 10 jours, je les ai pris et je les gardais, je les collais dans ma joue et je les ai ressortis. Et un jour, j'ai eu les 10 dans ma main et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Mhm. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, parce que maman faisait, j'étais à un centre de rééducation qui était à 50 km de chez moi, donc 100 km aller-retour. Mon petit copain de l'époque, 100 km aller-retour. Bon, voilà, c'était. Et je me dis, je prends les cachets comme ça, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et j'étais au 4e étage du centre de rééducation, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai dit, mais non. J'ai jeté et là, j'ai basculé dans autre chose. À partir du moment où j'ai fait ce geste, en Mhm. fait, j'ai basculé dans autre chose et ma résilience a été, le lendemain, j'appelle maman et je lui dis, bah, demain, quand tu viendras, tu m'amènes un papier, un bloc et un stylo Mhm. et je vais mettre à tenir un journal intime. Et du coup, puisque j'acceptais de parler à personne, Mhm. j'étais dans le déni le plus complet, j'étais dans le truc, dans le dire, putain, mais c'est injuste la vie, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mhm. J'ai toujours fait du sport. En 6 ans en 6 ans d'études, j'ai fait 2 soirées étudiantes. Je ne bois pas, je fume pas. Pourquoi moi? Mhm. Pourquoi? En plus, cette maladie, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle va se développer, on ne sait pas à quelle vitesse. Et, euh, et du coup, ça a été très compliqué. Mais à partir du moment où j'ai commencé à tenir ce petit journal, Mhm. les choses ont été beaucoup plus faciles à vivre. J'ai commencé à sortir, euh, j'ai accepté plus de choses à la kiné, même si je voyais que je faisais absolument aucun progrès, jusqu'en février, donc ça c'était en octobre, jusqu'en février où j'ai demandé à changer de centre de rééducation parce que on avait entendu parler d'un autre centre de rééducation Mhm. où les malades avec la même maladie que moi étaient
un peu mieux prise en charge et j'ai changé de centre de rééducation. Mais je suis restée 16 mois au centre de rééducation. Mhm. Donc ouais, ma résilience a été l'écriture. J'ai fait le deuil du sport Mhm. parce que on m'a dit, voilà, tu es devenue une personne handicapée, il existe du handisport, tu pourras te reconstruire parce que tu es une sportive de haut niveau, tu pourras te reconstruire autour de cette pratique. Non, jamais. T'as été. Et, euh, et puis ma maladie a continué. Alors là, j'avais perdu les jambes. Euh, quelques semaines plus tard, je perds l'usage des mains. La maladie a pas cessé, elle m'a pas laissé de repos. Mhm. Et en 2005, donc là, ça fait quand même 3 ans que je me bats pour essayer de retrouver de l'autonomie. Alors j'alterne un peu. Je marche à la force des bras, je pose les béquilles et je me tire avec les bras. Euh, mais je marche pas. En fait, je suis pas debout, je ne marche pas. Mhm. Et en 2005, je refais une énorme poussée où là, je perds la vue, Wow. l'usage des bras, les jambes, la déglutition Mhm. et je respire mal. Et là, on ramène à l'hôpital, on me dit, vous allez repartir en centre de rééducation. Et là, j'ai dit, mais Mhm. je veux pas revivre tout ça. Et on avait entendu parler d'un super kiné à Perpignan qui était spécialisé dans les sportifs et qui faisait des choses assez incroyables et avec une forme de kinésithérapie un peu parallèle. Mhm. Et du coup, il a accepté de me recevoir le lundi. Donc, j'ai pu sortir de l'hôpital avec une lettre du kiné. Il a accepté de me recevoir. Et il m'a reçu. Le papa, mon petit copain de l'époque, lui a expliqué tout ce que j'avais vécu. Donc, ce réveil à nouveau paralysé, Mhm. sans voir, sans déglutir. Et le kiné a dit, et il voyait, hein, j'essayais de Mhm. parler, Mhm. j'essayais de m'exprimer, j'essayais de bouger. Dans mon fauteuil, j'y arrivais Ouais. pas. Le kiné m'a dit, on est en août, on est le 12 août 2005. Il m'a dit, votre cadeau de Noël, ça sera en décembre et vous remarcherez. Tu as cru à ce moment-là? Tu as cru toi ou? Je me suis accrochée, Ouais. mais je me dis, mais il est fort, mais je pouvais pas. Ça faisait 3 ans que je Mhm. galérais et j'étais dans cette galère monstrueuse et mon handicap ne faisait que dégénérer en fait. Et Mhm. je n'ai pas cru. Mais je me suis dit, je vais quand même laisser la chance au produit. Hein. Mhm. Du coup, Ouais, et après, en plus de ce que tu me dis, tu as été presque jusqu'au geste ultime, on va dire, au bord de ça, pour finalement te dire que bah, ça va pas forcément beaucoup mieux, voire pire même, et peut-être que derrière, ça a été un moyen pour toi de t'accrocher à ça en voyant une personne extérieure positive qui dit ouais, moi je vais t'aider, dans 6 mois tu remarches, peut-être que tu t'es dit, tu t'es accroché à ça à ce moment-là, peut-être. ouais, mais c'est clair. Et après, je lui ai dit, alors on a commencé une forme des soins, mais c'était complètement différent de tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Donc là, ça a été plus quand on a commencé Mhm. que j'ai commencé à y croire. D'accord. Parce que je me dis, il fait des trucs bizarres, il fait pas la même chose que les autres. Euh, je ressens plus son énergie sur mes jambes et tout. Et après, donc peu de temps après, il a réussi vraiment à me verticaliser. En piscine, c'était vraiment. Il m'a pris dans le côté, c'est une sportive de haut niveau, elle connaît le goût de l'effort, elle va se battre et tout ça. Et je lui ai dit, parce qu'il voyait hein, que j'étais revancharde et que j'avais pas que je voulais pas lâcher le morceau. Mhm. Quoi. Oui, j'avais eu cette envie de passer, de passer par le suicide pour me libérer moi, pour libérer tous les gens, parce que je voyais bien que j'étais un boulet. Hein. Mhm. Et, du coup, il me dit, un jour, je lui dis, mais Claude, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu vous dire euh, que j'allais remarcher en décembre? Il me dit, mais ton caractère de merde. Pour une fois, quand il m'a dit ton sale caractère, mais Mhm. après on est devenu, ben maintenant ça fait depuis Mhm. 2005 qu'il me connaît, donc ça fait 15 ans qu'il me connaît et qu'il me suit. Et donc du coup, il m'a dit, mais oui, quand je vois ton sale caractère, je voyais bien que tu n'allais pas laisser cette maladie gagner du terrain. Bon après, ça a été très très dur, Mhm. très très compliqué parce que il y a eu tout le temps des moments où ça allait mieux. C'est une maladie qui est très capricieuse, Mhm. qui fonctionne en dents de scie, et parfois où tu crois où tu as un peu gagné la partie, elle te remet des petites tapes derrière la tête. Et puis il m'a appris à gérer, il m'a appris à accepter des choses. J'ai encore fait des deuils, il m'a Mhm. aidé au niveau énergétique aussi, il m'a aidé au niveau mental. Et donc du coup, il est là.
il me suit et j'ai une confiance aveugle en lui. Et aujourd'hui encore. Mhm. Là, j'ai encore traversé des moments un peu compliqués ces derniers temps. Mhm. Et c'est vers lui que je me tourne. Mhm. Alors, il y a eu différentes phases. Mhm. Ça a été, au début, ça a été de comprendre en quoi ça allait changer ma vie, Mhm. donc d'accepter et d'accepter plus les phases de répit parce que ça a vraiment été très agressif les 3 premières années. Et Claude, en fait, en 2005, il y a eu autre chose. Et si tu veux, il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai beaucoup crié, donc ce que je disais, à l'injustice, de se dire mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais... À partir du moment, en fait, la deuxième phase, elle a commencé avec le moment où j'ai été plus autonome, Mhm. où j'étais pas dépendante des autres. Parce qu'attends, quand j'étais à l'hôpital, on me lavait au jet, hein. Mhm. On me mettait dans un long plastique, comme un sac plastique long, et on me lavait au jet. Tu vois, Ouais. parce que le personnel, il n'y a pas beaucoup de personnel, Mhm. machin, tout ça. Donc, au bout d'un moment, ta dignité, elle en prend aussi une claque. Et après, c'est maman qui venait à l'hôpital pour me laver. Mhm. Bon. Et du coup, ça a été euh, à partir du moment où j'étais debout, où je pouvais aller aux toilettes toute seule, où je pouvais me coiffer, m'habiller, préparer des petits trucs à manger. Ça a été, j'ai accepté des Mhm. choses et j'ai pu commencer à me reconstruire. Et de ce pourquoi, de dire mais pourquoi moi, mais pourquoi? Et ben j'ai arrêté de dire tout ça et je me suis dit pourquoi? Ok, alors moi je crois beaucoup au signe de la vie aussi. Je me dis, mais ok, je suis tombée malade, Mhm. je suis malade, je suis devenue une personne handicapée, j'étais très superficielle avant. Euh, le sport t'apprend un certain culte de toi quelque part, parce que les sportifs, quand tu veux être sportif de haut niveau, et ben, tu as un peu un ego. Mhm. Voilà, hein. Mhm. Parfois, on te met des petites tapes derrière la tête pour faire redescendre. Moi, je n'étais pas trop là-dedans parce que ma famille s'est toujours chargée de me faire garder les pieds sur terre. Et, mais par contre, eh ben, là, je me suis dit, OK, je suis devenue ça. Maintenant, c'est plus pourquoi de dépenser de l'énergie négative à ressasser quelque chose que Mhm. je ne pourrais pas changer. Tu refais pas l'histoire. Mhm. L'histoire, tu l'acceptes et tu vas de l'avant. Et j'ai arrêté de dire pourquoi. Maintenant, c'est pourquoi. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Alors, qu'est-ce que je fais de tout ça? Je suis devenue une personne handicapée. Le côté superficiel, eh ben, on va devoir la mettre un peu aux oubliettes Mhm. parce que tu es dépendante de beaucoup de choses. Et du train de vie que tu avais, maintenant tu vis avec une pension d'invalidité à 600 euros par mois. Mhm. Bon. J'avais un super appart duplex où j'avais mon bureau dedans. Je suis revenue vivre chez maman. Mhm. Tu vois, j'ai 28 ans. Hein. Ouais. Et donc, tu vois, tout ça, euh, tes priorités, elles changent. Mhm. Ta vision de la vie, elle change. Ton, ta, euh, ta vision de ton quotidien. Moi, tous les jours, encore aujourd'hui, je me demande tous les jours si je vais remarcher. Mhm. Tous les jours, je mets mon pied sur le sol et je pose mon pied, j'attends, je tape comme ça et j'attends 2 secondes et là, je me lève et je fais yes, aujourd'hui, je vais marcher. Parce Oui. que je sais pas, est-ce que je vais marcher, est-ce que je vais voir? J'ai perdu, là, en décembre, j'ai perdu encore cet œil en fin d'après-midi. Je me suis un peu pris la tête avec quelque chose et d'un seul coup, je vois plus de l'œil. Tu vois, donc tes priorités, elles changent. Mhm. Donc du coup, voilà, j'ai accepté. J'ai accepté que ma vie, elle serait plus comme avant. J'ai accepté de faire le deuil du sport. Parce qu'on m'a dit, vous êtes trop handicapé pour faire du sport. J'ai accepté, j'ai vendu ma voiture, qui était une voiture manuelle, qui était un petit bijou que je ne peux plus conduire. Je suis revenue à conduire une petite Twingo qui a 20 ans, Mhm. mais qui a une boîte automatique. Et j'apprécie. Je me regarde quand je conduis ma petite voiture, je me fais de partout. Je me regarde dans les vitrines et je suis fière de moi parce que je me vois et je me vois moi conduire. Mhm. Peu importe la voiture, tu vois. Mhm. Mais c'est plus mon petit bolide, mon machin, tout ça, c'est plus ça. Là, c'est une voiture qui me permet de me déplacer et qui me permet d'être moi. Et du coup, tout ça a fait que
voilà. Alors, c'est pour ça que je reviens à ta question. C'est d'abord, je n'ai fait qu'accepter les petits trucs et Oui. après, j'ai construit. J'ai construit autour de cette résilience. J'ai construit autour du fait que je suis celle que je suis devenue, une personne handicapée. Ça, c'est arrivé dans ma vie. Pourquoi? Parce que je vais le savoir et je vais en faire des choses. Je veux savoir. Et comment, là, c'est le côté compétitrice qui ressort, comment ce point faible va devenir une force. Ce point faible sur le papier, parce que c'est une maladie de merde qui a des conséquences de merde, donc faut pas se voiler la face. Hein. Et du coup, qui est imprévisible, je peux absolument pas savoir. J'ai dû faire le deuil de ma société pour laquelle je m'étais battue. J'organisais un festival de sport extrême à Perpignan. Alors que Perpignan, c'est une terre de rugby. Je suis arrivée avec toute ma blondeur, mon sourire, à organiser un événement où je parlais aux mairies de mètres cubes de terre, de centimètres cubes de moto et tout ça. Donc l'événement, j'en ai fait un carton. Je faisais 35 000 visiteurs en 2 après-midi. Donc j'ai dû faire le deuil de tout ça parce que j'étais plus capable ça demande de l'énergie, j'étais plus. Du coup, il faut faire des deuils. C'est pas simple, hein, de mettre le mouchoir sur des choses. C'est pas simple. C'est comme quand un sportif il prend sa retraite, c'est des deuils, c'est des morts. C'est ce qu'on appelle la retraite de quelqu'un. C'est une petite mort. Moi, j'ai fait plein de petites morts sur plein de choses. Mais je voulais pas rester sur ce côté négatif des choses. Et là, je me suis intéressée à ce qu'était le handicap socialement et au niveau sociétal. Au niveau social, c'était pas folichon, en 2005. Ouais. Au niveau sociétal, dis donc, il est venu Chirac, qui venait de passer une loi février 2005 qui imposait les entreprises en avaient absolument rien à cirer. Et du coup, donc mon petit copain me dit, écoute, tu as fait un journal intime, tu as pas trouvé, quand tu t'es tombé malade, tu as pas trouvé les réponses aux questions que je te posais, parce que j'ai cherché, je veux savoir comment. Moi, quand je suis tombée malade, à l'hôpital, on m'a présenté 2 personnes. Un mec qui avait perdu son job à cause de la maladie, et une nana dont le mari avait quitté parce qu'elle était malade. Voilà, c'est ce que j'ai eu. Et après, on m'a dit, il faut aller dans les associations. Les associations, à l'époque, c'était le mur des lamentations. C'était la surenchère de qui allait le plus mal que l'autre. Donc, du coup, j'ai pas voulu faire ça. Et il m'a donné une idée, c'est de dire, ben voilà, écris un livre. De ce qu'elle m'explique, Cécile, au moment où elle écrit son livre, ça a été vraiment une forme de rédemption pour elle, ou en tout cas un moyen de pouvoir accepter sa maladie et de passer aussi à autre chose en développant un nouveau projet, même si elle ne pouvait pas encore reprendre une activité normale. Pouvoir écrire ce livre et parler un peu de son histoire et de son expérience, ça a été pour elle un vrai soulagement, on va dire. Et en plus de ça, il y a un aspect familial qui rentre en compte, c'est qu'à un moment donné, elle va pouvoir, avec son petit ami de l'époque, développer un projet familial, puisqu'elle décide, contre toute attente, d'essayer d'avoir un enfant qu'elle va avoir. Elle va mettre au monde une petite fille et ainsi développer une vie de famille. Je pense que de ce qu'elle m'explique et de la façon dont elle a l'air de le vivre, ça a été pour elle un bon moyen de repartir de l'avant et aussi de se créer de nouveaux défis. Et du coup, je vais mettre en route un bébé. Ça va être compliqué. Avec cet handicap, ça va être compliqué. Mais en 2007, naîtra Victor Éléonore. Et donc voilà, ça a été quelque chose de dingue. Il y a eu le livre. J'ai commencé à bouger, à m'exporter, faire beaucoup de conférences dans toute la France sur le handicap. Et alors que tout va bien. En 2008, octobre 2008, je perds ma maman, qui était vraiment le pilier de ma vie, quoi. C'était vraiment. Et du coup, mais j'y ai vu, ça a été un coup dur parce qu'encore une fois, je me suis dit, j'ai eu des trucs, des idées. J'étais très, très, très proche de maman, quoi. Je la voyais tous les jours, je l'appelais 20 fois par jour. À la fin, elle me disait, mais tu me saoules, tu me saoules. Bon, je pouvais pas aller au resto sans maman, avec nous, avec le baba de ma fille. Je voulais pas partir en vacances parce que en fait, maman avait sacrifié sa vie de femme et ça avait été son choix, comme elle m'a toujours dit.
pour venir avec moi sur mes compètes, pour me faire en sorte que je sois heureuse et épanouie. Et je me suis dit, mais moi, quand je fais ma vie aujourd'hui, et j'ai trouvé un mec et tout, j'ai une maison, j'ai un enfant, et d'un seul coup, ma maman, elle va rester toute seule. Ben non. Moi, je suis pas du tout comme ça, et du coup, ça a été très, très dur. Et un jour, c'est pareil, j'ai eu des idées hyper glauques. Et, et je me dis, mais de toute façon, si jamais je disparais, mon mec, il va refaire sa vie, et ma fille, elle a 13 mois, elle va m'oublier. Mais bon, j'ai pas fait, mais tu vois, j'étais dans un tel état de détresse, je faisais 36 kilos, je faisais 20 kilos de moins que maintenant. Et j'arrêtais de manger, je dormais pas, j'étais dans une tristesse. Et donc, du coup, ce que j'ai vécu dans ma maladie, de ces deuils, en fait, cet apprentissage des étapes, j'ai longtemps pas cru que maman était partie. En plus, quand mon grand frère m'a annoncé le décès de maman, moi qui étais tout le temps là, ben là, ce jour-là, j'étais pas là. J'étais appelée, c'était glauque. Et mon frère m'a dit, parce que maman est partie en 3 heures. Le truc, elle a attrapé un microbe et 3 heures. Et mon frère m'a pas dit, maman est décédée, il m'a dit, maman, elle est partie. Je lui dis, mais partie où? Il n'arrivait pas à dire, elle est plus là. Il me disait, maman, elle est partie. Et je suis restée dans ce truc où on n'a pas mis des mots quoi, sur les mots. Et voilà, ça a été super dur. J'ai eu, j'ai eu un jour une interview de Pierre Arditi qui venait de faire ton papa et qui a dit en fait, mon papa, il est partout où je suis. Et donc, je suis partie là-dedans. D'accord. Je suis partie là-dedans et j'ai commencé à accepter que partout où j'étais, maman était, qu'elle vivait que je vivais aussi grâce à ce que il y avait un vrai truc en disant, ouais, elle est partie loin, je la reverrai jamais, mais je fais des choses pour qu'elle soit fière de moi comme j'ai toujours voulu qu'elle le soit. Et voilà. Et donc, du coup, il y a quelque chose que je m'étais toujours interdit de faire parce que je voulais rester proche. C'était partir vivre à Paris et toucher du doigt un de mes autres rêves professionnels, au-delà d'être sportif pro, c'était de devenir journaliste. Et cet handicap, le handicap a fait que, voilà, je me suis dit, je pars, alors que j'aurais jamais osé partir si maman était là. J'ai eu l'impression que maman, quand je me suis aussi interprété les choses, mais maman me disait, parce que maman n'était pas âgée quand elle est partie, et maman me disait, mais je te rends ta liberté, fais maintenant ce que tu as à faire. Tu vois, elle est partie jeune pour que j'ai plein de choses à faire. C'était un peu fou, et du coup, je me suis intéressée au monde du handicap, au monde du journalisme, au monde des grands groupes de journalistes, des grands groupes de presse, et à la loi sur le handicap. Et il y avait des entreprises qui avaient eu l'obligation d'avoir quand tu as plus de 20 salariés, tu as 6% de personnes handicapées. Et les entreprises, les groupes de presse étaient pratiquement tous proches de zéro. Et avec tout mon culot, toute mon audace qui m'avait complètement fait changer, par rapport à ma timidité quand j'étais enfant, et ben, je tapais à la porte des grands groupes et en leur pointant du doigt qu'ils étaient en fraude, qu'ils avaient d'autres diversités liées à l'orientation sexuelle, liées à la couleur, à l'ethnie, tout ça, mais pas le handicap. Et grâce à ça, je suis rentrée sur Europe 1, je suis devenue chroniqueuse sur Europe 1 alors que j'avais aucune expérience. Mais j'ai toujours mis en avant que j'étais sportive, que j'avais cette culture du sport qui t'apprend à apprendre, qui t'apprend à écouter les conseils de quelqu'un pour progresser. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidée. Donc je suis devenue, alors sans heures d'expérience radio, je suis chroniqueuse en quotidienne sur Europe 1, à 3h du matin quand personne n'écoute, à 2h. Et je suis devenue, j'ai eu la chance de devenir... j'ai fait la même chose avec le groupe Le Figaro en leur disant, ben voilà, il faut absolument que vous parliez du handicap, du handisport. Et j'ai eu la chance de partir aux Jeux de Londres pour couvrir l'actualité des Jeux. Et après ça, au retour de Londres, ils m'ont proposé un poste de rédac chef en charge de toute la zone handisport. Et mais toujours ça parce que j'étais une personne handicapée. Parce que certes, j'étais
aussi compétente, mais des gens compétents, il y en a plein, Mm. mais que je rentrais dans un quota qu'ils ne remplissaient pas et que du coup, mon handicap me rendait service à moi pour Mhm. m'épanouir dans ma vie professionnelle et il rendait service aux employeurs, quoi. Après, te connaissant et en t'entendant parler depuis tout à l'heure, j'imagine que tu as dû prendre ça aussi à cœur et de vouloir faire, pas juste faire bien, mais faire très très bien, voire le mieux que tu pouvais, quoi. Ah ouais, et puis j'ai de la chance de tomber avec un mentor de la radio sur Europe 1 qui m'a énormément appris Mhm. et et chaque fois je lui disais mais s'il y a quelque chose qui va pas, tu me dis, hein. Mhm. Tu me dis et je prenais mes notes et j'étais très studieuse comme je l'ai toujours été. Je suis très disciplinée et voilà, je voulais marquer les esprits et ce qui voilà, regarde Londres, quand je pars à Londres, quand je reviens, euh, on était sur le digital. Et je reviens, je me tape la dernière page à écrire la dernière page du Figaro. Mhm. Tu vois, c'est quand même une page qui est hyper Ouais. importante. Et du coup, félicité par tout le monde. Et j'ai continué, continué, continué. À côté de ça, je continuais aussi les conférences. Je suis restée vivre à Paris. Mais malheureusement, Paris a eu raison de mon coup. Donc, j'ai reproduit ce que je te disais, j'ai reproduit un peu le schéma de mon papa. C'est-à-dire que j'ai négligé Mhm. un peu mon ex-mari, voilà, pour réussir ce que j'avais envie de faire. Je recommençais, j'étais autonome. Quand j'étais à Paris, mon rêve. Et donc, mon ex-mari, avec qui je m'entends très bien, m'a dit, je suis plus épanouie dans notre vie de couple. Je suis fière de ce que tu fais. Je me sentais très utile à ta vie quand tu étais vraiment dépendante. Et il me dit, mais aujourd'hui, c'est encore mon premier supporter. Il est super fier de ce que je fais. Mhm. Euh, euh, mais bon, je peux le comprendre, hein. Mhm. Après, voilà, le but était après de réussir, comme j'avais essayé de tout réussir tout ce que je faisais, réussir dans mon handicap. Le but était maintenant de réussir ma séparation, parce que ça aussi, c'est un challenge. Mhm. Et ça peut être du sport aussi. Et du coup, voilà, on a réussi notre séparation. J'ai une grande fille maintenant qui est super épanouie. Et voilà. Et après, il y a plein de choses dans la vie. Aujourd'hui, je suis devenue une personne handicapée. Je me retrouve journaliste. Je suis invitée pour me féliciter de mon travail. Je suis invitée au Micro d'Or en décembre 2013. Je suis invitée au Micro d'Or. Et là, je suis sur la neige, alors que je ne suis plus du tout retournée sur la neige. Mhm. Parce que pour faire du deuil, j'ai mis une certaine distance et un certain éloignement dans un peu tout ce qui me tenait à cœur. Donc, je suis pas retournée à la montagne. Et on retrouve vraiment au Micro d'Or. Je me dis, mais j'ai pas envie de faire la potiche à la terrasse du chalet d'altitude. Mhm. Pourquoi ne pas essayer de faire du snowboard? À cette époque-là, je marche avec une canne Ouais. et c'est compliqué. Mhm. Je fais pas de sport. Mais dans l'euphorie de cet événement où tous les journalistes vont sur la neige et tout, presque tous les journalistes vont sur la neige, je me dis pourquoi pas essayer. Et là, j'ai la chance mais bon, je dis toujours aussi la chance aux audacieux et quand tu as une espèce de karma, quand Mhm. tu as du positif en toi, tu génères du positif et t'attires le positif. Et ben, j'ai la chance qu'ils soient invités à cet événement parce qu'on est à 3 mois des Jeux de Sochi, olympiques Mhm. et paralympiques de Sochi, sont invités à cet événement un sportif qui va partir faire les Jeux de Sochi en snowboard, qui est amputé au niveau tibial. Et ce mec-là, après avoir fait 2, 3 virages, être tombé, m'être relevé, être retombé, Mhm. m'être relevé, tu vois, autant j'ai été marquée par cette chute qui m'a immobilisée et paralysée en 2002, autant là, je tombe, mais limite, je suis contente de tomber parce que je me sens vivante, parce que je me relève. Et là, Patrice Baratero que je rencontre, il me dit, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de journalistes, j'étais la seule journaliste à faire du snowboard. Il me dit, ah, c'est cool de faire du snowboard. Et là, j'enchaîne, je lui dis, ah, mais tu sais, t'es handicapé, toi, ton handicap se voit. Et je lui dis, moi aussi, je suis handicapée. Et il me dit, ah, mais c'est trop cool! Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais on va y aller sur le trop cool. Ce qui est frappant avec Cécile, c'est comment elle a pu, du jour au lendemain presque, remonter sur un snow déjà, même si au début elle vacillait un peu, et finalement, grâce à l'aide de plusieurs personnes dont elle parle dans l'interview, euh,
rapidement se mettre dans un nouveau projet sportif et intégrer les Jeux paralympiques. C'est assez incroyable cette capacité de résilience qu'elle a eue et c'est aussi un modèle pour tous parce que finalement on a tous plus ou moins des coups durs dans nos vies et voir une personne qui pouvait plus marcher, qui savait pas trop de quoi demain allait être fait, pouvoir réintégrer des Jeux olympiques, enfin des Jeux paralympiques du coup, c'est assez étonnant et fort d'un très 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 beau message. C'est quoi les émotions enfin, j'imagine ça doit être incroyable les émotions que tu traverses à ce moment-là parce que tu étais sportif de haut niveau, tu as eu toutes ces épreuves, tu te retrouves de nouveau sportif de haut niveau, même si c'est dans le paralympique, ça reste du sport de haut niveau. Ça doit être une victoire, enfin, c'est une victoire pour toi qui est immense sur la maladie, sur la relation que tu avais avec ta maman, sur tout ce que tu as vécu finalement, quoi. Ouais, bah c'est complètement incroyable. D'ailleurs, la première chose que je fais, c'est la, la première chose que je fais, c'est euh, je vais prendre ma médaille et je vais la montrer aussi au ciel parce que je me dis que partout où je suis allée Mhm, et c'est encore le truc que je fais aujourd'hui, c'est que tu vois, c'était son alliance. mhm, Avant le départ, j'ai un rituel, j'embrasse mon alliance et je regarde toujours le ciel. Et, et voilà, après, la revanche, elle est, elle est complètement dingue parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois plus, tu vois, même quand quand j'ai une grosse blessure et quand même mes médecins ou mon staff de l'équipe m'annoncent des choses, me dit, bon, allez, t'es out pendant 6 semaines, t'es mhm. out pendant 3 mois, je fais, Non. je dis, bah, ça maintenant. Et ouais, le truc, ça a été incroyable. Ça a été, tu sais, au bout du deuxième passage, on avait 3 passages chronométrés. Au bout du Mhm, deuxième passage, le directeur sportif, il vient me voir à Pyeongchang, à Sochi, pardon, et il me dit, ça y est, t'es médaillé. Et je le regarde, je fais, non, 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 3 passages, je vais attendre la fin, parce que la troisième, elle était un peu loin derrière. Je lui ai dit, je vais attendre le dernier passage, je vais vivre mon aventure jusqu'au bout. mhm. Et le dernier passage, je passe, la ligne d'arrivée, je me retourne vers le tableau, et là, j'explose de joie, et de suite, je regarde le ciel en me disant, mais putain, je l'ai fait, quoi. C'est complètement dingue, et ça a été une vraie revanche. Et au-delà de ça, c'est aussi montrer, ça a été aussi de montrer bah, je suis pas la seule. Il y a une sclérose en plaques qui est diagnostiquée toutes les 4 heures en Mhm. France. La sclérose en plaques est une maladie qui touche le système nerveux et qui touche principalement les jeunes adultes. Et c'est quelque chose qui est aussi dur, je pense, parce ce jeune âge, on n'est jamais prêt à avoir une telle maladie. Et ce qui est impressionnant et ce qui est intéressant avec Cécile, c'est sa capacité qu'elle a eu à combattre d'une part, mais aussi à assumer et à derrière être un peu une ambassadrice, peut-être pas, mais en tout cas montrer qu'il fallait être fort et qu'elle avait cette capacité de résilience et que même si les coups durs lui avaient tapé dessus, elle avait toujours pu rebondir et assumer qui elle était, ce qu'elle voulait faire et ce qu'elle voulait être. Donc c'est encore une fois un beau message. Et voilà, aujourd'hui, je suis redevenue sportive pro depuis mars 2014. Je vis de mon sport. Mhm. Je refais Pyeongchang en 2018. Je gagne 2 nouvelles médailles aux Jeux. Je vis de mon sport. Je suis payée pour faire ce que je fais. Mhm. Je voyage. Alors certes, le quotidien n'est pas facile, mes jambes sont hyper douloureuses. Je m'entraîne peut-être 2 fois plus parce que à la fois, eh ben, je dois m'entraîner pour mon sport, mais à la fois, je dois faire des choses spécifiques à mon handicap Mhm. et à ma maladie, l'empêcher de gagner trop de terrain. Et mais voilà, mais aujourd'hui, tu me demandes d'échanger ma vie contre ma vie d'avant avec la voiture de luxe, le Mhm. machin, le tout ça, et une vie de valide, je ne change pas parce que je suis hyper épanouie dans ce que je fais. Même avec mon handicap, même si c'est dégénératif, même si je ne sais pas comment je vais finir, Mhm. mais il y a de fortes chances. Il y a mon chat qui passe. Il y a de fortes chances que je finisse en fauteuil roulant. Et ben, c'est pas grave. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre et je suis hyper heureuse de ce que je fais. Mhm. Et j'ai changé ma vie contre une autre vie, quoi. Ce que tu dis là, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on en a déjà discuté et que j'ai remarqué, c'est que aujourd'hui, le handicap, c'est évidemment un fait sociétal difficile, mais ce que je trouve avec toi, ce qui est impressionnant, c'est comment t'en as fait une force déjà, mais surtout comment tu l'assumes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es pas à te cacher, à avoir un petit peu honte, parce qu'on pourrait avoir un peu honte. Enfin, pour diverses raisons, souvent les gens handicapés sont parfois un peu honteux ou n'osent pas trop s'afficher. Toi, à l'inverse de ça,
t'assumes ce que t'es, quoi. Alors, t'as le côté sportif de haut niveau qui t'aide, peut-être que t'as un niveau de résilience qui est immense par rapport à peut-être d'autres personnes, mais malgré tout, t'es à fond t'assumes ce que t'es, quoi. Ouais, et je pourrais encore peut-être plus le cacher du fait que je suis atteinte d'un handicap invisible. Mm. C'est-à-dire que là, quand tu me Ouais, vois, c'est vrai. j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux mains, j'ai Mhm. mes deux bras, j'ai mes yeux, Mm. j'ai ma poitrine. Mm. Donc, du coup, c'est un handicap qui est invisible. Mais au contraire, je me fais forte de ça. Je me fais forte de montrer, et je me montre beaucoup aussi physiquement, hein, Mm. en petite tenue, en tenue de sport, sur mes réseaux pour montrer que aujourd'hui, je suis réconciliée avec ce corps, qu'il faut s'accepter, il faut accepter les choses. Et comme moi je l'ai fait, au lieu de ressasser des choses négatives, d'en créer quelque chose de positif, de se dire, ok, je rencontre ça, qu'est-ce que j'en fais? Quand les choses, elles arrivent, moi je crois pas au hasard, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Mm. Elles arrivent soit pour te donner une leçon, soit pour te... Parce que c'est dans ces moments-là, tu sais, Brahim Asloum, une fois, il a dit un truc et j'ai toujours gravé dans ma tête, c'est que c'est dans les défaites que tu apprends le plus. Et c'est dans les épreuves que tu apprends le plus sur toi. Mhm. C'est dans les épreuves que tu apprends le plus sur ton entourage aussi, sur tes amis. Parce que, faut dire que le handicap, c'est un filtre. Hein. Mm. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça a été un filtre à con. C'est-à-dire que les gens, ils me voyaient en fauteuil roulant, ils changeaient trop tard dans ma ville. Mm. Ils changeaient trop tard. Et après, quand tu gagnes une médaille au jeu, tout s'y revient. Et ouais. Vous l'aurez compris, s'il y a bien quelque chose qui peut décrire Cécile, c'est le fait d'être une combattante. Que ce soit dans le sport, plus jeune et même plus tard, comment dans sa jeunesse elle a aussi mené sa vie, comment elle a essayé de développer des projets professionnels. Elle a toujours eu ce côté combattante. Et face à la maladie, évidemment, on peut que saluer ce courage et cette capacité à se battre un peu contre toutes les attentes. Je dis toujours, espérer, c'est cool, hein. Mhm. C'est bien d'espérer. Mais espérer, ça te met dans une forme d'attentisme où t'attends. Le sport fait vivre. Ouais, il fait vivre. Mais on te demande pas de survivre dans une vie. On te Mhm. demande de vivre. T'en as qu'une de vie. Mhm. Une seule. Et c'est pas pour survivre. Mhm. Il faut vivre. Il faut s'épanouir dans cette seule et unique vie qu'on est. Mhm. Et moi, j'ai mis 3 ans jusqu'à ce que je fasse cette fabuleuse rencontre. J'ai mis 3 ans à accepter. Maintenant, ma plus belle victoire, ah ouais, alors j'ai des médailles, je vis machin, je vis ma meilleure vie grâce au sport. Mhm. Mais certes, ma plus belle médaille, c'est ma fille. C'est ma fille. Pour l'instant, j'ai pas eu la chance encore de remporter une médaille d'or au jeu, mais ma médaille d'or, quelque part, je l'ai Mhm. aussi à la maison parce que elle m'a fait cet handicap m'a fait changer d'une manière existentielle. Il a replacé le curseur Mhm. des priorités de la vie. Hein. Mhm. Bien sûr. Du coup, je suis fière de la personne que je suis devenue. C'est pas, j'étais hyper heureuse vivant. Pas de souci. J'ai rencontré le papa de ma fille. J'étais hyper active. Je faisais du sport. J'avais une boîte, tout marchait, tout ça. Mais je le suis encore plus aujourd'hui, malgré Mhm. cet handicap et malgré les lendemains incertains. Mhm. Malgré le fait de savoir si demain je vais voir de cet œil, Mhm. si je vais bouger cette main. Voilà. T'as devancé un peu mon ultime question. Si aujourd'hui, tu vois, tu dis que t'as pas eu vraiment de modèle positif quand toi, tout ça, ça t'est tombé dessus. Et souvent, à mes athlètes, quand je discute avec eux, je leur demande qu'est-ce qu'ils donneraient comme conseil à des jeunes qui veulent atteindre leur passion ou vivre de leur rêve, on va dire. Alors toi, ça va plus loin parce que tu pourrais presque donner des conseils aux gens qui affrontent des situations difficiles. Alors du coup, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais si on devait résumer un peu ta pensée à ce sujet, ce serait quoi tes meilleurs conseils, ou en tout cas les conseils que tu pourrais donner pour affronter des étapes difficiles, et surtout de faire en sorte de vivre pleinement sa vie comme toi tu as pu le faire et tu le fais encore, et sur un parcours qui est quand même... c'est pas incroyable, c'est extraordinaire. Donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Alors, quand on touche le fond, Mhm. ben au moins on a quelque chose de dur pour rebondir. Tu vois ce que je veux te dire, Mhm. c'est que à un moment, tu peux sombrer, 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 mais là, pour l'instant, il y a rien. Quand tu touches le fond, là, tu rebondis. Et c'est de voir, c'est pas toujours parce que parfois on est tellement au fond qu'on n'a pas le discernement. Mhm. C'est de voir le positif dans le négatif.
Après, donc c'est de penser positif, de, de, de comprendre et de ce fameux pourquoi. Tu vois le côté, ok, il y a quelque chose qui arrive dans le négatif, mais pourquoi? Ok, comment je vais matcher ça? Comment je vais en faire une force? Comment je vais en sortir grandi? Après, il y a un des secrets, c'est d'être humble, Mhm. parce que l'épreuve, elle peut te frapper et te happer à n'importe quel moment. Et l'autre secret, c'est d'être audacieux. Mhm. L'audace, c'est croire en soi. L'audace, c'est avoir donc cette humilité. Et après, c'est aller de l'avant, quoi. Mhm. Et le passé, il est passé. Le passé, c'est ce qui va faire ton histoire. C'est ce qui va faire que ça va te faire devenir fort, soit dans le positif, parce que tu as vécu que des trucs positifs. Ce que j'avais vécu avant dans ma vie tout en rose. Mhm. Et puis après, eh ben, le passé, quand il a des épreuves, c'est pour te faire aller vers l'avant. Aujourd'hui, on vit dans le présent. Donc moi, j'essaie de pas trop voir un futur trop loin. Je m'inscris vraiment dans le présent. Et quand on me dit, tu vois, c'est une question qu'on me dit toujours, parce que là, je prépare les Pékin 2022. Mhm. Et quand on me dit toujours, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et là, je reprends toujours une phrase de Carl Lewis qui disait, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de réussir. Mais la réussite, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout de réussir tous les objectifs qu'on s'est fixés. Mes objectifs, ils sont pas à 2 ans, là. Mhm. Mes objectifs, ils sont à tout à l'heure, parce que dans 1 heure, je vais faire un entraînement. Mhm. Donc, dans mon objectif, c'est tout à l'heure, dans mon entraînement, c'est de défoncer et de déchirer tout mon entraînement. Et mon objectif de demain, ça sera de marcher demain matin. Et mon objectif, après m'être levé, ça sera de réussir mon autre entraînement de demain matin. Donc, c'est se fixer des choses avec un curseur raisonnable plus, mais dans ce côté raisonnable d'être audacieux et d'être positif. Donc moi, c'est ce que je dis, et c'est surtout de se dire qu'on n'a qu'une vie, et de se dire, mais cette vie, je veux vivre la meilleure vie, Mhm. et de quelle manière la vie. C'est pas sur les autres qu'il faut compter, il faut compter que sur soi-même. J'imagine que pour toi, de reparler de ça et de peut-être revivre des moments intérieurement, c'est difficile, mais je pense que ton parcours, il peut servir tellement de monde en vrai que c'est hyper intéressant, tu vois. Parce que ça peut être une personne vraiment très loin du milieu du sport qui va peut-être se reconnaître dans toi pour différentes épreuves. Une personne dans le sport qui va avoir une blessure, un truc un peu grave. Donc pour ça, c'est vraiment merci parce que je pense que tu as un beau message à faire passer et c'est incroyable de prendre la vie avec autant de. On est tous souvent à se plaindre qu'on se fait une petite entorse ou que c'est un peu difficile, ou que ça va pas, ça va pas. Et c'est vrai que tu as un exemple de résilience et de pensée positive. Donc pour ça, chapeau. Ouais, je vois ça. Tu vois, t'as bien illustré, t'as bien illustré. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, franchement, c'était top. Salut, c'est Cécilia Mondaise, un petit message pour vous dire qu'il faut absolument aller suivre Grandir sur la même étoile. Salut!